sont séparés. Ce n'est donc pas encore une fraternité. Une fraternité est une collectivité qui possède une conscience large, lumineuse. Une collectivité dont les membres sont unis entre eux et travaillent non seulement les uns pour les autres, mais aussi pour le monde entier. Une véritable fraternité est une fraternité universelle. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Ayou. Covid-19 et guerre en Ukraine, enjeux politiques, géopolitiques, effets et modèles de résilience, c'est le thème autour duquel se tient ce jour la conférence de la Direction générale de l'économie à Cotonou. Le point dans un instant. Violence et le harcèlement en milieu du travail, c'est le leitmotiv d'un atelier qui se tient depuis ce matin à Cotonou, une initiative du ministère de la fonction publique et du Bureau international du travail. Atelier régional de formation sur l'agriculture sensible à la nutrition, initiative du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les pays de l'Afrique de l'Ouest y prennent part. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. C'est le siège de l'information. Merci de toujours nous préférer. Merci de choisir le siège de l'info pour vous informer. Il se tient depuis ce matin à Cotonou une rencontre. C'est la conférence de la Direction générale de l'économie. Initiative du ministère des Finances et de l'économie. Le thème de cette rencontre est Covid-19 et guerre en Ukraine, enjeux géopolitiques, effets et modèles de résilience. Voilà le thème donc autour duquel se sont axées les réflexions. Aristide Kanoussou et Flavien Zomaou de Golf TV Africa étaient de la partie. Suivez. Ministre de l'économie et des finances, je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre salle de conférence de la Direction générale des impôts. Covid-19 et guerre en Ukraine, enjeux géopolitiques, effets et modèles de résilience, c'est sous ce thème que cette conférence s'ouvre sous la coupole de la Direction générale de l'économie. L'édition 2022, présidée par le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances, a permis aux participants, pendant 4 heures d'horloge, de mener des réflexions approfondies sur l'état des lieux de ce qui constitue événements bouleversants et discuter des perspectives. C'est le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances qui a lancé les travaux. Depuis 2016, notre pays, sous le leadership de son chef d'État, a fait le choix de bâtir une économie plus forte, plus dynamique et plus résiliente au choc. Vous comprenez donc l'intérêt pour notre ministère et le ministre d'État d'organiser des assises sur cette problématique pour réfléchir à de nouveaux modèles qui permettront de gérer de façon plus optimale ces chocs exogènes auxquels l'économie est constamment confrontée. Nos assises de ce matin sont alors le lieu de faire des réflexions prospectives sur les modèles de résilience économique. Mesdames et messieurs,
la qualité des participants que je vois ici me rassure des débats d'idées qui se feront et des recommandations et suggestions pertinentes qui découleront de vos travaux. Le ministre d'État renouvelle son engagement à vos côtés aux fins de contribuer à la formulation des mesures de politiques innovantes pour concevoir des modèles économiques plus résilients pour notre pays. C'est donc sur ces mots que je voudrais déclarer solennellement ouvert au nom de Monsieur le ministre d'État les travaux de la 25e édition de la conférence débat du ministère de l'Économie et des Finances. Dans la salle de conférence de la Direction générale de l'économie, une attention particulière a régné autour des développements, signe de la volonté et de l'implication de chaque participant. Dans ces circonstances, il sonnait comme une évidence que la présente conférence s'empare de ces deux sujets actuels et les soumette à l'analyse et au débat d'experts avertis, mais aussi d'acteurs économiques et de citoyens quotidiennement confrontés aux conséquences réelles de ces chocs. Nous voudrions une fois encore vous remercier d'avoir honoré de votre présence à cette conférence et comptons également d'ores et déjà sur votre participation active au débat. Il faut le rappeler, Covid-19 et guerre en Ukraine, enjeux géopolitiques, effets et modèles de résilience, c'est autour de ce thème que les réflexions ont été menées. La violence et le harcèlement dans le monde du travail, c'est le leitmotiv d'un atelier qui s'est ouvert ce jour à Cotonou. Initiative conjointe du ministère de la Fonction publique et du Travail du Bénin et le Bureau international du travail. Cet atelier se propose de faire une étude sociologique sur la thématique afin d'amener le Bénin à évaluer l'ampleur du phénomène. Cette étude n'avait pas pu être restituée du fait de la pandémie Covid-19. Les précisions dans ce reportage signé Léonard Claudel, Soneikpon, Moukalil Moutaro. Le complexe Azalea Hotel a abrité ce mardi 27 septembre l'atelier tripartite de restitution de l'étude sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin et l'élaboration d'une feuille de route. Prévu pour se dérouler 2 jours durant, cet atelier mobilise d'une part les représentants du gouvernement et d'autre part ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs. Cet atelier vous permettra, chers participants, de prendre connaissance de l'étude sociologique réalisée sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin, de procéder à la validation de cette étude, d'identifier les mesures à prendre pour lutter contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin, enfin de formuler des axes d'un plan d'action pour un monde de travail exempt de violence et de harcèlement au Bénin en vue de la ratification de la Convention numéro 190. Mesdames et messieurs, chers participants, je n'ai aucun doute sur la diversité des expertises réunies dans cette salle que les résultats escomptés seront pleinement atteints. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que l'environnement législatif du Bénin sera bientôt renforcé par la ratification de la Convention numéro 190 sur le harcèlement et la violence en milieu de travail en complément aux lois numéro 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin et la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. En dépit des nombreuses études réalisées pour appréhender la violence domestique du genre, aucune étude n'a été réalisée dans le monde du travail au Bénin sur la violence et le harcèlement. Au Bénin, de nombreuses études ont été réalisées pour appréhender la violence domestique de genre. Nous pouvons en citer entre autres l'étude de base du projet Empower, publiée en décembre 2008 sur les violences faites aux femmes et aux filles au Bénin. La recherche faite par le CNV International, l'Université d'Amsterdam en liaison avec l'AII
AS et la Fondation Wage Indicator réalisé en juillet et août 2015 sur la violence envers les femmes au Bénin. Toutefois, aucune étude sur la violence et le harcèlement n'a été réalisée dans le monde du travail. C'est pourquoi, dans le cadre de la promotion de la Convention numéro 190, le BIT a conduit une étude sociologique sur la thématique en 2021 afin que le phénomène soit mieux appréhendé au Bénin. C'est dans le cadre de la restitution de cette étude que le présent atelier est organisé et son importance n'est plus à démontrer. Fatim Christiane Diaye, la représentante du Bureau international du travail, a rappelé les efforts que font déjà l'institution qu'elle représente pour pallier à ces phénomènes. L'Organisation internationale du travail a été de tous les combats visant à plus de justice sociale pour les travailleuses et les travailleurs et s'est résolument engagée à promouvoir les opportunités pour les hommes et pour les femmes d'obtenir un travail décent et productif dans les conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Or, comme nous le savons, la violence et le harcèlement dans le monde du travail sont des phénomènes pernicieux qui portent gravement atteinte à la dignité et à la sécurité de millions de personnes à travers le monde. Ces phénomènes sont présents sur tous les lieux de travail, ils affectent nos sociétés et freinent les progrès de nos économies. En effet, ils dépassent les seules victimes, vont au-delà du monde du travail et s'étendent aux communautés. Ils constituent, à n'en point douter, une menace pour la santé et le bien-être de tous et sont source d'inégalités, de discrimination, de stigmatisation et de conflits sur le lieu du travail. Chaque être humain a un droit indéfectible à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, a-t-elle martelé. Cotonou abrite depuis ce matin pour 72 heures un atelier régional. C'est sur la formation de l'agriculture sensible à la nutrition. L'atelier réunit des experts en nutrition et en alimentation venus des pays de l'Afrique de l'Ouest. Le thème central, promouvoir l'agriculture sensible à la nutrition pour assurer la sécurité alimentaire et une bonne nutrition en Afrique de l'Ouest. Spero Aoussinou et Paul Sabadjo étaient à l'ouverture des travaux. Imaginons. L'objectif principal de cet atelier est de renforcer l'agriculture sensible à la nutrition dans la région ouest africaine. En effet, c'est aussi l'occasion de présenter les initiatives d'agriculture à l'assistance, notamment par l'approche aliments et repas des différents pays présents. Le présent atelier a pour objectif d'échanger sur les initiatives d'agriculture sensible dans ces 6 pays de la CEDEAO et de former les parties prenantes sur le thème promouvoir l'agriculture sensible à la nutrition pour assurer la sécurité alimentaire et une bonne nutrition en Afrique de l'Ouest. Au cours de cet atelier, vous aurez donc à suivre la formation sur les thématiques de l'agriculture sensible à la nutrition telles que enrichissement des aliments pour lutter contre la malnutrition et les carences en micronutriments, importance sociale du secteur de l'alimentation et de l'agriculture et son rôle dans l'amélioration des moyens de subsistance en milieu rural, investissement dans les systèmes alimentaires dans l'agriculture sensible à la nutrition, une note d'orientation pour l'analyse budgétaire, contribution de la recherche à l'agriculture sensible à la nutrition, point des innovations, inventaire des aliments et régimes à haute valeur nutritionnelle, diversité alimentaire. Pour les responsables locaux en charge du suivi et évaluation du projet Benagric et de la coordination du dit atelier, il s'agira de former les participants spécialistes de questions de nutrition provenant des 6 pays consultés. C'est un projet que le Bénin a soumis. En réalité, le COMSEC entretient avec chaque État des coopérations dans 6 domaines. Et donc, le domaine de l'agriculture également. Le Bénin a soumis l'année dernière des projets suite à l'appel à candidature lancé par le COMSEC. Et un de ces projets a été retenu pour mettre en œuvre
les initiatives liées à l'agriculture sensible à la nutrition. C'est d'abord un challenge qui est lancé pour tous les pays qui entretiennent la coopération avec le COMSEC et la sélection est faite et quand un pays est retenu, le projet est mis en œuvre. Les conclusions ici de cet atelier de formation serviront à nourrir d'abord les réflexions qui sont en cours sur la thématique et aussi à nourrir aussi la prise de décision à des niveaux donnés au niveau du Bénin. Parce que je dois vous préciser que les Nations Unies ont déclaré la décennie 2016-2025 la décennie d'action contre toutes les formes de malnutrition. Donc dans cette décennie, chaque pays de la CEDEAO essaie de mettre en place des stratégies, des politiques, les programmes pour pouvoir lutter contre la malnutrition. Et comme vous devez le savoir, la malnutrition, c'est devenu un sujet complexe et qui est aussi un sujet multisectoriel, multi-acteurs. Pour lutter réellement contre la malnutrition, on a besoin de tous ces acteurs-là, de leur mobilisation. La nutrition demeure un problème crucial pour la santé, l'économie et le développement durable dans toutes les régions du monde, précise Dr Aka, participante. Il faut dire que l'atelier est une bonne initiative et nous sommes vraiment heureux de prendre part à cette activité de formation sur l'agriculture sensible à la nutrition. Parce que nous savons tous que la nutrition est d'actualité et même l'Union africaine a décrété cette année 2022 comme année pour la nutrition. Et c'est le président de la Côte d'Ivoire même qui est le président, qui est le lead de cette initiative-là. Donc nous, ça nous fait plaisir d'être là, de participer à cette formation, à ce renforcement des capacités. L'alimentation, c'est le premier pas. Il faut s'alimenter d'abord. L'alimentation, elle est volontaire. Je décide de manger. Mais la nutrition, elle n'est pas volontaire parce que la nutrition, une fois j'ai mangé l'aliment qui est dans mon organisme, comment l'aliment se comporte là-bas maintenant? Qu'est-ce que mon organisme tire de bon dans ça pour ma santé, pour mon bien-être? Et donc la nutrition, c'est à un second niveau. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit l'importance de la nutrition parce qu'elle affecte non seulement l'économie du pays, elle affecte le capital humain. Et donc on a compris que c'est pas seulement l'agriculture, produit, mais il faut produire pour le bien-être, il faut produire pour la santé, il faut produire aussi pour que l'impact soit le capital humain, l'économie du pays. Donc ça va plus loin que juste manger. L'inventaire des régimes à haute valeur nutritionnelle et l'apport de la recherche à l'agriculture sensible sont entre autres thématiques qui seront développées au cours de cet atelier de formation. Les élus consulaires de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin, officiellement installés ce mardi 27 septembre à Cotonou, ils viennent ainsi de prendre officiellement fonction en tant que défenseurs des intérêts de toutes les fédérations des artisans locaux. C'est à la faveur d'une cérémonie qui aura réuni les acteurs du secteur ainsi que plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de la Promotion de l'Emploi et le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Gulf TV Africa était aussi de la partie. On fait le point. Mettre en place le protocole pour ça. L'allocution de monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Ils sont au total 80, issus de 8 corps de métier à être installés lors de la présente cérémonie. Eux, ce sont les membres élus de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. La tenue de cette cérémonie marque ainsi le couronnement d'un processus de réforme prioritaire initié par le gouvernement dans le secteur de l'artisanat. La mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA Bénin, procède de la volonté du gouvernement, sous le leadership de son chef, le président Patrice Talon, de prendre en compte l'artisanat à la mesure de son poids socio-économique en raison de sa contribution au produit intérieur brut estimé à 13% et du fait qu'il occupe 25% de la population active. D'assurer une véritable représentation des artisans auprès des pouvoirs publics par une institution consulaire forte, d'augmenter les capacités techniques et la productivité des artisans en vue d'accroître leur compétitivité. Pour rappel, sur un total de 452 246 artisans, 447 540 électeurs potentiels
ont participé au scrutin qui a permis de recenser les 80 élus issus des principales listes participantes le 24 juillet 2022. Coalition des artisans pour un nouveau départ, CAND, 19 sièges. Coalition des artisans solidaires et unis, ASU, 61 sièges. COP Campa, 0 siège. Force artisane pour la victoire, 0 siège. Outre le ministère des petites et moyennes entreprises et la promotion de l'emploi, les artisans représentent également une cible importante des interventions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers le projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH, dont 2 des 4 volets sont exclusivement réservés à l'artisanat. Il s'agit des volets ARCH Formation et ARCH Crédit. Grâce à ces 2 volets, des artisans rigoureusement sélectionnés bénéficient de renforcement de capacité et peuvent, après la formation, demander ou avoir accès plutôt à des crédits pour acquérir du matériel ou lancer leurs activités. Nous en sommes à la phase pilote de ARCH Formation qui est en cours dans 8 communes et des centaines d'artisans ont déjà été formés, d'autres sont en cours de formation et dans les mois, l'année à venir, nous passerons après l'évaluation à la phase de généralisation. Dans cette salle du Palais des Congrès, si l'on s'exerce à compter les œuvres des artisans, nous dirons, pour ne pas exagérer, que c'est tout. C'est dire combien les artisans sont très importants dans les secteurs vitaux de l'économie de notre pays. L'importance de ce secteur n'est plus à démontrer, aussi bien en matière de PIB qu'en matière d'employabilité de la population. C'est le 2e secteur contributif au produit intérieur brut dans notre pays, après l'agriculture. C'est aussi le 2e secteur qui produit le plus d'emplois. Les agriculteurs fournissent 70% des emplois dans notre pays et les artisans 25% et même un peu plus. Et ceci traduit donc l'importance non seulement du secteur, mais de chacun d'entre vous ici. Par ma voix, le gouvernement veut vous témoigner toute sa gratitude et je veux dire que nous pouvons compter et continuer de compter sur l'engagement de chacun pour la poursuite de la grande ambition pour l'artisanat dans notre pays. Plus de 52% des PME et PMI viennent du secteur de l'artisanat. C'est pour ça que face aux nombreux défis liés à votre secteur, la formation professionnelle est au cœur de ce que nous devons faire. Beaucoup dans ce secteur n'ont pas droit à la pension aujourd'hui parce que les mécanismes n'existent pas. Mais grâce à ARCH, demain il sera possible. Demain, il sera possible de donner une pension à tous les artisans. Comme dès le 1er janvier 2023, il sera possible de donner la santé à tous les Béninois et bien sûr à tous les artisans. Les 80 élus auront désormais, après avoir désigné les membres de leur bureau, la tâche de veiller scrupuleusement sur les intérêts de tous les artisans du Bénin auprès des collectivités locales, des instances nationales, sous-régionales et internationales. Dans une interview exclusive accordée à la Voix de l'Amérique à New York, le ministre malien des Affaires étrangères fait un tour d'horizon des sujets chauds du moment, des relations avec la France et la Russie aux tensions avec la Côte d'Ivoire, passant par Wagner, la CEDEAO, etc. L'avocat kenyan Paul Guichru a été retrouvé mort à son domicile à Nairobi lundi. La police a ouvert une enquête à cet effet.
Les référendums dans les zones occupées en Ukraine se sont poursuivis et devraient se poursuivre aujourd'hui. Certains médias d'État russe ont rapporté que les sondages sont favorables à 96%. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes au siège de l'information, la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Merci de nous rejoindre. Dans une interview exclusive accordée à La Voix de l'Amérique à New York, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, fait un tour d'horizon des sujets chauds du moment, des relations avec la France et la Russie, aux tensions avec la Côte d'Ivoire, en passant par Wagner, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et j'en passe. Je vous propose ici de suivre un extrait des explications de l'ambassadeur Abdoulaye Diop sur les questions relatives aux 49 mercenaires ivoiriens en détention au Mali. Ces mercenaires ivoiriens qui sont arrivés le 10 juillet à Bamako sont arrivés sans notification préalable, sans l'accord des autorités, avec des armes de guerre. Aucun pays sérieux n'admettrait que des hommes en armes arrivent dans le pays, dans ce contexte sécuritaire tendu, dans ces conditions-là. Donc c'est dans cette situation qu'ils ont été détenus. Et l'affaire a été transmise à la justice, qui les a mis sous mandat de dépôt. Mais malgré cela, en guise de bonne foi, et tenant compte de la complexité et de la densité de nos relations avec la Côte d'Ivoire, le Mali s'est dit ouvert à un règlement par la voie diplomatique et par le dialogue. Je crois que ces deux voies sont parallèles et se poursuivent. Et c'est dans ce contexte que nous avons procédé le 3 septembre à la libération de 3 femmes soldats du contingent, ce qui laissait présager, en tout cas, des discussions plus approfondies pour la suite des éléments qui, pour le Mali, impliquent la nécessité d'avoir un certain nombre d'engagements de garantie par rapport au fait que la Côte d'Ivoire cesse d'être une base arrière pour déstabiliser notre pays. Dans ce contexte, la CEDEAO s'est saisie de ce dossier. Le Mali estime qu'il s'agit là d'un dossier bilatéral entre deux pays frères, qui sont différents, qui doivent trouver les moyens par le dialogue de pouvoir le régler. Et la contribution des autres est naturellement bienvenue. Mais pour nous, il ne s'agit pas d'un dossier différent de la CEDEAO. Le Mali est engagé avec la CEDEAO dans le cadre du processus de transition, mais cette question telle qu'elle a été amenée à la CEDEAO nous semble être biaisée. Mais nous restons ouverts, nous discutons avec tout le monde, nous recevrons la délégation de la CEDEAO, mais nous pensons qu'elle part du mauvais pied pour pouvoir apporter, parce que ce ne sont pas des injections de dictats, il s'agit de questions de sécurité nationale pour le Mali, et pour cela, le Mali n'obéira pas à un dictat. Comme je vous l'ai dit, pour le Mali, c'est un problème bilatéral entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et ce problème doit se régler dans le cadre d'un dialogue direct entre le Mali et la Côte d'Ivoire, sous la médiation togolaise qui est acceptée par les deux parties. Nous pensons que la solution viendrait de ce côté. Cette mission, nous allons l'écouter parce que c'est une mission des chefs d'État. Et nous verrons le message qu'ils vont nous apporter et ce qui en sortira. Mais la position du Mali sur cette question est connue, mais nous ne sommes pas fermés. Nous ne sommes pas fermés au dialogue, nous ne sommes pas fermés à la solution, mais dans tout pays, il y a des lois. Cette affaire est devant la justice. Il faut respecter aussi la justice malienne, même si l'État malien reste ouvert à des discussions. Mais nous avons des préoccupations sérieuses par rapport à la déstabilisation de notre pays. Et ces éléments doivent être pris en considération. Nous n'avons pas le sentiment que la CEDEAO a prêté attention aux préoccupations du Mali. Au cours de cet entretien exclusif, le sujet relatif
du retrait du Mali du G5 Sahel a été également abordé par le ministre malien des Affaires étrangères. Pour l'ambassadeur Abdoulaye Diop, le G5 Sahel n'est pas une organisation autonome et libre. Suivez. Je dois vous dire que le Mali a quitté le G5 pour les conditions que vous savez. Nous ne l'avons pas fait de gaieté de cœur. Les droits de l'État malien ont été niés, contrairement à tous les textes de l'organisation pour que notre pays assume la présidence de cette organisation. Malgré les nombreuses mises en garde, nous n'avons pas été écoutés. Donc, nous nous sentions désormais à l'étroit dans cette organisation, d'autant plus que le donneur d'ordre, qui est la France, qui parraine cette organisation, c'est elle qui s'est opposée avec un autre État membre du G5 Sahel à ce que le Mali assume sa présidence. Pour le Mali, nous avons les mêmes droits que tous les autres États membres et on ne peut pas accepter être dans une organisation et être considéré comme des citoyens de seconde zone. Maintenant, la décision qui a été prise, c'est une décision de retrait du Mali et cette décision de retrait a été actée et les instruments de retrait du Mali ont été déposés auprès du secrétariat du G5 transmis à tous les États. Le retrait du Mali est définitif, nous l'avons indiqué, et au-delà de cette question de présidence en exercice, l'approche du G5 Sahel n'est plus conforme à la vision des nouvelles autorités du Mali, qui est vraiment l'affirmation de notre souveraineté, le respect de nos choix de partenaires, etc. Nous ne pouvons pas appartenir à une organisation si elle n'est pas véritablement africaine. Si son leadership n'est pas véritablement africain, nous ne pouvons pas être dans une organisation où le leadership est exercé par des autorités françaises qui ne sont pas membres de cette organisation et qui sont dans une posture d'hostilité et de déstabilisation du Mali. Pour toutes ces raisons, le Mali ne considère pas revenir dans le G5 Sahel. Par contre, nous restons ouverts à travailler dans tous les mécanismes de sécurité collective avec les pays voisins, avec d'autres pays africains, sous la condition qu'il s'agit de mécanismes véritablement africains, dont l'appropriation est africaine, qui prennent en charge la nécessité de pouvoir. Nous sommes conscients que les défis auxquels nous faisons face, le terrorisme, l'insécurité, ne peuvent pas être résolus par un seul pays, mais le Mali ne peut pas être aussi le dindon de la farce d'une organisation où il n'est pas respecté, où on paye tous nos droits et on est un des membres fondateurs. Donc pour toutes ces raisons, pour le Mali, la page du G5 Sahel est tournée, mais nous restons ouverts à prendre en considération toute proposition d'examen de mécanismes de sécurité collective ou même d'intégration. Le Mali, depuis le président Modibo Keïta, n'a jamais nié son engagement panafricain. Et tout ce qui peut concourir à l'intégration, à la coopération régionale. Le Mali sera toujours partie prenante, mais dans le strict respect de la souveraineté du Mali. Comme le président Assimi Goïta l'a indiqué, les trois principes qui gouvernent l'action extérieure du Mali, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali et la défense des intérêts vitaux des Maliens. Il était également question au cœur de cet entretien de l'avenir de la relation entre le Mali et la France, de la coopération entre le Mali, sans oublier la présence des paramilitaires du groupe Wagner au Mali. À ce sujet, voici ce que dit le ministre des Affaires étrangères malien, l'ambassadeur Abdoulaye Diop. Vous savez, nous au Mali, on a assez répondu à ces questions. Nous, on veut passer maintenant à autre chose. Le Mali a une coopération ancienne avec l'ex-URSS. Depuis maintenant, avec la Fédération de Russie, et dans le cadre de cette coopération, nous avons acquis beaucoup d'équipements. Je dois dire que ce n'est pas des cadeaux que la Russie fait au Mali. Le Mali achète sur la base de son budget propre et même dans une situation de sanctions. En 15 mois, les équipements qui ont été mis à la disposition de l'armée malienne, des forces de défense et de sécurité maliennes, dans ces situations difficiles, on ne les a pas acquis en beaucoup d'années. Donc, je crois que c'est une relation de coopération gagnant-gagnant, dans le cadre duquel nous acquérons ces équipements qui viennent aussi avec les appuis qui sont nécessaires. Mais le Mali ne va pas continuer à se justifier
par rapport à ça. Ce qui importe pour nous, c'est la sécurisation de notre pays, c'est la sécurité des Maliens et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité du Mali. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation avec la France, je dois vous l'avouer, parce que la France a pris la première décision de partir du Mali, même si le Mali a estimé après qu'il faut accélérer ce processus, mais c'est eux qui ont pris la décision sans concertation préalable avec l'État malien, conformément aux accords qui existent entre nos pays. Et c'est ce qui nous a amené un peu dans cette situation. Et depuis, c'est une escalade d'hostilité, d'attaques contre le Mali et de manque de respect vis-à-vis de ces autorités. Vous êtes témoin des insultes publiques et des actes de dénigrement dont les autorités maliennes ont fait l'objet depuis. Je pense que ceci ne crée pas les conditions pour des relations amicales entre les pays. Aujourd'hui, le Mali a décidé de se prendre en charge. Le Mali a décidé de prendre son destin en main et travailler à restaurer l'unité de notre pays. Je dois vous dire que les difficultés qu'on a avec la France, c'est beaucoup plus avec les autorités françaises. Le peuple français, le peuple malien n'ont pas de problème particulier. Et je dois dire que dans ce cadre, nous n'avons pas d'animosité particulière vis-à-vis des entreprises françaises. Les citoyens français vaquent normalement à leur occupation au niveau du Mali. Bon, le moment venu, nous allons trouver l'occasion de continuer à discuter, mais dans ces conditions de respect. Mais nous estimons que la France est un partenaire, comme d'autres partenaires, et nous souhaitons qu'on ait des relations normales avec eux, mais pas des relations de maître-esclave. Après 2 ans d'arrêt de pandémie, pour cause de pandémie Covid-19, la traversée à la nage de Dakar à Gorée a repris. La 33e édition de cette compétition s'est déroulée hier et a réuni plus de 600 athlètes de tout âge. Reportage. 2 catégories de courses pour ce comeback de la traversée Dakar-Gorée à la nage. Une course B classique ouverte aux amateurs, partie de la plage de la Val d'Or à Dakar, avec Gorée comme point d'arrivée, distance 4,5 km. L'autre catégorie de course a regroupé des nageurs professionnels avec pour point de départ la plage de Gorée. Cette course, disputée sur une distance de 5,2 km, a vu Ousseinou Diop écraser la concurrence chez les hommes sans surprise. Je l'ai fait au championnat du monde à Hongrie, au championnat d'Afrique en Tunisie et au championnat d'Afrique zone 2 ici au Sénégal. Donc il n'y a rien qui pouvait m'impressionner parce que je me suis bien entraîné, donc je savais que je pouvais gagner la traversée. Moins expérimentée mais tout de même professionnelle, Mariama Dramé s'est imposée chez les femmes. L'innovation majeure cette année, c'est l'instauration d'un circuit fermé à Gorée pour les nageurs professionnels en lieu et place de la traditionnelle course qui mène de Dakar à Gorée. Moi, je trouve que c'était un peu plus facile que la course qu'on faisait de Dakar à Gorée parce que tu voyais les balises, tu pouvais facilement t'orienter et vraiment, je la préfère à celle qu'on faisait d'habitude. Cette année-ci, on a tenu à faire la course sous forme de circuit fermé à Gorée, un circuit de 1250 mètres qu'il fallait faire 4 fois pour boucler les 5 km. Et c'était la course des professionnels, donc des nageurs licenciés. Ce retour de la traversée Dakar-Gorée à la nage sonne aussi comme une victoire pour Maguette Fatim Ndiaye, élu président de la Fédération sénégalaise de natation en novembre 2020. Il a été retrouvé mort à son domicile le lundi dernier. Lui, c'est l'avocat kényan Paul Gicheru. Il a donc été retrouvé inanimé à son domicile à Nairobi. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes de son décès. On fait le point. L'avocat âgé d'une 50aine d'années a été retrouvé mort lundi soir dans son lit, selon sa famille, en banlieue de Nairobi. Les circonstances et les causes de ce décès restent pour le moment incertaines. Selon ses proches cités par la presse kenyane, il aurait pris un repas puis serait allé se coucher sans se réveiller. Son fils, qui aurait partagé ce repas avec lui, se serait plaint de douleurs à l'estomac avant d'être hospitalisé. La Commission kenyane des droits de l'homme se dit préoccupée par cette nouvelle choquante et exhorte les autorités à conduire une enquête rapide et concluante. Le décès de Paul Gicheru intervient alors que le procès engagé contre lui à La Haye touchait à sa fin,
Les juges étaient en train de délibérer, même si la date du verdict n'était pas encore fixée. L'avocat était poursuivi par la CPI, qui l'accusait d'avoir soudoyé et intimidé des témoins dans la procédure engagée contre William Ruto pour crime contre l'humanité dans les violences post-électorales de 2007 à 2008 et qui s'était conclue en 2016 par un non-lieu, faute de preuves et de témoignages. Le décès de l'accusé devrait entraîner la clôture du dossier sans que les juges aient finalement à se prononcer sur ces accusations. L'avocat de Paul Gicheru à La Haye, lui, s'est dit dévasté par la perte de son client. Ce décès suscite une vive émotion au Kenya. L'Association des juristes kenyans exhorte la police à accélérer l'enquête sur les causes de la mort et souhaite un prompt rétablissement à son fils hospitalisé dans un état critique selon l'association. William Ruto n'a pas commenté la mort de Gicheru. Il a tenu mardi 27 septembre 2022 son premier conseil des ministres et annoncé la composition de son nouveau gouvernement. En Guinée, les victimes du massacre commis le 28 septembre à Conakry verront enfin le procès s'ouvrir. C'est après plus d'une décennie d'attente. Moussa Dadis Camara, le chef de l'État à l'époque, comparaîtra aux côtés de 10 autres officiels. Le débat commence demain mercredi. Suivez. L'attente aura été longue, mais le moment est arrivé. Les victimes et les proches seront nombreux à se presser en ce mercredi, date anniversaire du massacre de 2009, devant un tribunal flambant neuf, à peine achevé, dans le centre de Conakry, à quelques kilomètres des lieux où des soldats, des policiers et des miliciens se sont livrés à 2 heures d'abomination contre des sympathisantes et des sympathisants de l'opposition à l'intérieur et aux abords du stade du 28 septembre. Cette année, ce ne sera pas seulement une commémoration, mais un procès. Et moi, à mon niveau, en tout cas, et je parle au nom de l'ONG, nous voulons vraiment la vérité. Nous voulons qu'il y ait des réparations. Nous voulons une reconnaissance nationale pour toutes les victimes des événements du 28 septembre. Beaucoup attendent de ce procès qu'il établisse les responsabilités du capitaine Dadis Camara et de ses co-accusés. Mais les associations redoutent que l'ouverture du procès ne se résume à un effet d'image avant un renvoi à une date ultérieure. Et nous avons aussi des craintes sur les questions de renvoi éventuel après l'ouverture de ce procès. Et là, d'autant plus, nous pensons, c'est sûrement peut-être qu'il va y avoir l'objet de renvoi parce qu'ils ont annoncé la présence du procureur de la Cour pénale internationale. Plusieurs personnalités militaires et gouvernementales de l'époque impliquées sont détenus depuis des années, d'autres non. L'ancien chef de la junte, Moussa Dadis Camara, accusé par des ONG d'avoir joué un rôle central dans le massacre du 28 septembre, vit lui-même en exil au Burkina Faso. L'un de ses avocats, Maître Almami Somori Traoré, assure toutefois que l'ex-président de transition est rentré en Guinée dans la nuit de samedi à dimanche pour livrer sa part de vérité au tribunal. Il a toujours voulu être là. Et maintenant que ce procès est programmé, effectivement, il sera là dans le cadre de ce projet et pour livrer sa part de vérité. Je peux vous rassurer déjà qu'il ne se reproche absolument de rien, mais qu'il il a clamé son innocence et nous allons le prouver, le démontrer au cours de ce procès-là. Plusieurs personnes et ONG doutaient de la tenue de ce procès jusqu'à ce que le chef actuel de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir par un putsch en 2021, demande en juillet que le procès ait lieu cette année avant la date anniversaire. Johannesburg a accueilli la semaine dernière la 3e édition du Comic Con Africa, un grand rassemblement de passionnés de manga, de comic books et de jeux vidéo d'univers fantastique. Plus de 50 000 participants y étaient attendus. Reportage. Nous voici dans le multiverse, un univers parallèle où tous les fans de super-héros peuvent se croiser. Les héros Marvel côtoient les héros Netflix qui côtoient les héros DC Comics. Ici, une Catwoman sud-africaine inspirée par le film de Tim Burton.
J'ai grandi avec mes cousins, notamment des garçons, donc j'ai découvert de nombreux personnages depuis que j'étais jeune à travers les jeux et les films, et je les adore. Les plateformes de streaming et leurs super-héros sont très présentes sur le Comic-Con. Disney+ a été lancé au mois de mai en Afrique du Sud et son catalogue vise un large public. La concurrence est rude et les entreprises culturelles américaines rivalisent pour s'imposer. Elles ont soif d'événements comme le Comic-Con pour montrer toutes leurs marques. C'est un marché très large qu'il est possible d'atteindre ici. En plus des mastodontes du divertissement américain, le Comic-Con a invité des artistes sud-africains et zimbabwéens. En marge des têtes d'affiche, des auteurs cherchent à se faire connaître en réinventant la notion de héros. L'ancien président Nelson Mandela inspire un jeune diplômé au chômage, excellent boxeur, très bon orateur, qui affronte la société sud-africaine. Les problèmes que l'on rencontre au quotidien, comme le chômage, les inégalités et la corruption, on les résout grâce au jeune Nelson. Il est celui qui trouve la voie pour aller de l'avant. Doucement, mais sûrement, on voit de nouveaux auteurs émerger. C'est ce qui me motive le plus. Il y a moins d'hésitation à vouloir raconter des histoires africaines, alors qu'il existe déjà des personnages comme Spider-Man ou Superman. Malgré la surreprésentation des grosses franchises de super-héros, des auteurs plus confidentiels ont l'opportunité de présenter leur travail. Ils en auront encore l'occasion lors du prochain Comic-Con qui se déroulera toujours en Afrique du Sud, mais au Cap, en avril 2023. Accusé devant la Cour pénale internationale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Mahamat Saïd Andel Kani, ancien commandant rebelle présumé en République centrafricaine, a plaidé non coupable. C'est à l'ouverture de son procès à la Cour pénale internationale à La Haye. Aujourd'hui, reportage. Après une lecture préliminaire de l'acte d'accusation, Mahamat Saïd Abdelkani, ex-commandant présumé de la coalition rebelle à dominante musulmane Seleka, a tout rejeté en bloc. Je plaide non coupable sur toutes les situations, sur toutes les accusations. Saïd Abdelkani fait face à 7 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis entre avril et août 2013 à Bangui contre des détenus soupçonnés de soutenir l'ancien président François Bozizé. Il est poursuivi entre autres pour torture, persécution, traitement cruel et atteinte à la dignité des personnes. Des charges que le procureur de la CPI, Karim Khan, tente de prouver, image à l'appui. Littéralement sous ses pieds, il a mis des civils dans un espace appelé le trou. Dans ce trou, les civils étaient gardés dans des conditions vraiment putrides, avec de la crasse autour d'eux. La République centrafricaine a été plongée en 2013 dans une guerre civile sanglante après un coup d'État qui a renversé le président François Bozizé. Les combats ont opposé la coalition de groupes armés qui a renversé Bozizé, la Seleka, majoritairement musulmane, à des milices majoritairement chrétiennes et animistes, les anti-Balaka, soutenant le président. Les violences ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, selon la CPI. Les référendums dans les zones occupées en Ukraine se sont poursuivis et devraient se poursuivre aujourd'hui. Certains médias d'État russes ont rapporté que lors des sondages à la sortie des bureaux de vote à Zaporizhzhia, par exemple, 96% des électeurs ont voté pour l'adhésion à la Russie. Reportage. Les référendums dans les zones occupées se sont poursuivis et devraient se poursuivre mardi. Certains médias d'État russes ont rapporté que lors des sondages à la sortie des bureaux de vote, à Zaporizhzhia par exemple, 96% des électeurs ont voté pour l'adhésion à la Russie. 96% est un pourcentage incroyablement élevé et cela fait dire à l'Ukraine que le processus électoral est illégitime, affirmant que les États-Unis l'appellent un référendum fictif. L'Ukraine dit qu'elle n'acceptera pas le résultat des élections, peu importe ce qui est annoncé dans les prochains jours, qu'elle continuera à avancer dans sa contre-offensive en essayant de reprendre des territoires. Qui n'accepteront pas ce vote comme prétexte à l'annexion. Nous constatons également que, alors que ces votes se déroulent dans les territoires occupés, les bombardements se poursuivent dans la région, en particulier près de Zaporizhzhia, qui a vu des infrastructures touchées et l'électricité coupée dans certaines parties pour les personnes qui y vivent.
Selon un rapport récent, les États-Unis utilisent les médias sociaux pour diffuser de fausses informations contre certains pays et régions, au nombre desquels la Chine. C'est dans la perspective d'influencer l'opinion publique internationale et de manipuler les actions. Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que les États-Unis sont le plus grand diffuseur de désinformation et qu'il ne cesse de dénoncer les autres pays. Suivez. Les États-Unis sont le plus grand diffuseur de désinformation, mais ils ne cessent de dénoncer les autres pays. Bien que les États-Unis aient mis en place un grand nombre de faux comptes, ils ont poussé les médias sociaux à bloquer les comptes sociaux personnels d'internautes chinois. Ce sont les États-Unis qui manipulent clairement l'opinion publique tout en qualifiant les médias chinois d'officiellement contrôlés par l'État. Peut-être que certaines personnes aux États-Unis pensent que tant que suffisamment de rumeurs sont diffusées, la guerre de l'information peut être gagnée. Mais les peuples du monde entier sont attentifs, qu'il s'agisse des casques blancs de Syrie, des prétendues armes de destruction massive de l'Irak ou du prétendu génocide au Xinjiang. Ce sont là des exemples de mensonges américains. Controverse au Japon autour des funérailles de Shinzo Abe. L'ex-premier ministre laisse derrière lui un héritage qui ne fait pas l'unanimité dans son propre pays. Suivez. Pour plusieurs dirigeants du monde, Shinzo Abe était un ami fiable qui soutenait un ordre international fondé sur des règles. Sa mort subite et choquante a suscité une avalanche d'hommages à l'étranger. Mais au Japon, l'héritage de Shinzo Abe est plus complexe. Pourtant, l'ancien Premier ministre a gagné le respect de tous en rendant son pays plus fort et plus stable. Selon certains sondages, une grande majorité des Japonais s'opposent aux funérailles nationales trop coûteuses. Il a déjà eu droit à des funérailles, donc pas besoin d'en avoir d'autres. J'admire bien sûr son héritage, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de dépenser autant d'argent pour organiser d'énormes funérailles nationales. 70% des Japonais sont opposés à ces funérailles. Le fait qu'elles soient maintenues montre que le gouvernement ne travaille pas comme il se doit. Bien que Shinzo Abe ait battu le record de longévité comme Premier ministre du Japon, sa popularité avait fortement décliné à la fin de son mandat. En tant que Premier ministre, il a réussi à remporter des élections avec son parti à maintes reprises. Mais ces élections avaient un taux de participation assez faible. Donc, même s'il gagnait, ces victoires ne signifiaient pas qu'il était un politicien très populaire ou aimé de son peuple. Une partie de la réaction négative des populations est liée au rapport du parti au pouvoir avec l'Église de l'Unification, une organisation controversée basée en Corée du Sud. On ne peut pas vraiment séparer ces funérailles et l'héritage d'Abe du scandale de l'Église de l'Unification, parce que l'on révèle que le parti a de plus en plus de liens avec cette Église. Et la plupart de ces personnes étaient des proches d'Abe, dont beaucoup au sein de son propre parti. Pour les dirigeants du monde entier réunis à Tokyo cette semaine, les funérailles nationales seront l'occasion de dire au revoir à l'un des dirigeants les plus influents du XXIe siècle. Dans une sérénité à nul autre pareil, le colonel Abdoulaye Maïga s'est aussi adressé aux autorités françaises qui font feu de tout bois pour déstabiliser le Mali en se transformant, dit-il, en une junte au service de l'obscurantisme. Suivez. Le gouvernement du Mali dénonce les influences extérieures négatives et les tentatives d'instrumentalisation de certaines entités légalement présentes au Mali pour servir des agendas cachés, y compris à travers l'exploitation de la question des droits de l'homme aux fins de déstabilisation. Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles,
et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Après plus de 10 ans d'insécurité et en fait des milliers de morts, autant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois, en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Grâce à sa résilience et à la solidarité de pays amis et des peuples africains, le peuple malien a tenu et a déjoué les pronostics de ses adversaires. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques, en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la junte française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une 50aine de fois, en apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, la junte française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. À cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiels maliens et des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin et de remonter le temps, en passant par leur intervention en Libye, décriée par toute l'Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays. Combien d'Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons? Monsieur le Président, eu égard à la gravité des faits commis par la junte française, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes, et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Le gouvernement du Mali s'interroge sur les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité, de surcroît assurant la présidence de cet organe, à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité. Le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Le discours prononcé par le Premier ministre malien à l'ONU a été fortement apprécié par les ressortissants des pays africains. Ils étaient tous venus témoigner leur soutien aux autorités de la transition et au peuple malien. Je vous propose de suivre leur réaction.
est fier de vous, monsieur le Premier ministre. Ce soir. J'avais eu la chair du poule quand le Premier ministre a commencé à prononcer ce discours. Je suis fier d'être malien. J'en suis convaincu que l'unité africaine commencera à partir du Mali. Je suis fier d'être malien. Je vois l'injustice au niveau des Nations Unies qui n'acceptent pas la plainte du Mali parce que le Mali est un petit pays. Mais attention, être un petit pays ne suffit pas, ne veut pas dire être n'existe pas. Le Mali, c'est un pays vaillant. Le peuple malien est vaillant. Le Mali m'inspire à travers Assimi Goïta. Je sais qu'à travers Assimi Goïta, la démocratie, l'union, l'Afrique, la nouvelle génération, faire la politique intelligemment, de faire la politique autrement. Ah oui, Assimi, nous sommes très très sûrs et certains que cette transition ira jusqu'au bout. Et cette transition fera le rêve des Africains, pas des Maliens seulement, le rêve des Africains une réalité. Le Premier ministre par intérim du Mali a rencontré les Maliens vivant à New York. Une occasion pour le colonel Abdoulaye Maïga de parler de la situation actuelle au pays et des problèmes auxquels sont confrontés les Maliens. Suivez. Standing ovation pour témoigner leur fierté au Premier ministre par intérim après son passage à la tribune des Nations Unies. Une manière pour nos compatriotes vivant dans la juridiction de New York d'encourager les autorités de la transition à poursuivre le combat pour la restauration de l'honneur et la dignité du Mali. Une séquence suivie de l'hymne national. Le décor est donc planté pour 2 heures d'échange à bâton rompu en famille. L'honneur revient aux diplomates maliens, accrédités auprès des Nations Unies de présenter sa juridiction où vivent plus de 10 000 Maliens. Ils évoluent pour la plupart dans le secteur du commerce. Le compatriote demande l'implication du Premier ministre par intérim pour faciliter l'obtention de certains documents administratifs, notamment la carte NINA. Ils se plaignent aussi de leur faible représentativité aux postes nominatifs et électifs, sans oublier le problème foncier et l'impunité. Il ne faut pas qu'il y ait de l'impunité, parce que quand tu regardes toutes les transactions financières, c'est un manque à gagner. Et comment le faire? Il faut arrêter l'impunité et faire de telle sorte que les gens aient un peu peur de la chose publique. Le chef du gouvernement a déclaré avoir pris bonne note des doléances présentées. Pour lui, la priorité de la transition est celle de la sécurité, gage de tout développement. Tout ce que vous êtes en train de dire, l'impunité, le problème de Nina, toutes ces choses, on essaye de traiter le problème en s'attaquant d'abord à la cause. Vous allez se retrouver que souvent, c'est un problème de législation, parce que l'État travaille sur la base de la législation. Quand vous regardez un peu la mission de la transition, il y a beaucoup de réformes qui sont en cours. Vous savez, vous ne pouvez pas traiter un problème si vous ne vous attaquez pas soit à la loi qui permet le problème, ou aux différents décrets ou d'autres textes réglementaires qui font que le problème, malheureusement, perdure. Et dans beaucoup de domaines, que ce soit le domaine foncier, que ce soit dans la lutte contre la corruption, ou beaucoup d'autres aspects. Il faut impérativement revoir la législation. Je pense qu'actuellement, nous avons, si je prends par exemple le domaine de la justice, il y a un projet de code pénal et de code de procédure pénale qui est en cours. Tout récemment, par décret, il y a une agence qui a été créée pour gérer les biens qui seront saisis et qui seront issus de la corruption. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en cours. L'objectif le plus important, quand vous regardez le programme d'action gouvernementale, c'est d'abord la situation sécuritaire. Vous savez, quand vous n'êtes pas en sécurité, malheureusement, tous les objectifs de développement deviennent quasiment impossibles. Donc c'est vraiment la chose la plus importante. Et le chef du gouvernement par intérim d'appeler ses compatriotes à la cohésion et au respect des lois de leur pays d'accueil. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Mali. Nous avons beaucoup de difficultés, nous le savons. Mais justement pour faire face à toutes ces difficultés, à tous ces défis, je crois que l'impératif, c'est vraiment la cohésion nationale. Il faut que nous mettons de côté nos guerres personnelles et surtout voir l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la stabilité du pays. Et cela demande beaucoup de tolérance. Des fois, on peut avoir raison sur certains points, mais je pense que quand on regarde ce qui est en jeu, il est toujours important de le prendre sur soi, de pardonner pour pouvoir avancer. Pour nous,
chaque personne de la diaspora constitue un ambassadeur. Je voudrais vraiment vous exhorter, vous êtes dans un pays étranger, faites tout pour que, à travers vos faits et gestes, que les Américains perçoivent la grandeur de notre pays à travers tous les résultats. Je sais que vous faites beaucoup de choses. Nous connaissons vraiment des icônes qui font l'honneur et la fierté de notre pays. Et nous nous en glorifions. Nous ne pouvons justement que vous encourager. C'est avec optimisme que les Maliens vivant au pays de Dong Sam sont répartis de cette rencontre. Oui, nous on est optimistes depuis le début vraiment de la transition. Nous on est derrière eux parce que vraiment pour nous il n'y a personne qui pourrait venir et sauver ce Mali si ce n'est pas nous les Maliens. Nous pensons qu'il y a un redressement qui est là. Et nous pensons que ça va continuer. Et ils ont besoin de temps. On ne peut pas tout changer sur le coup. Et le peuple a besoin d'être patient et d'être surtout discipliné. Qu'on sache que maintenant, c'est toute l'Afrique et tout le monde entier qui nous regarde. Un cadre d'échange qui aura permis de briser la glace de la désinformation. Et désormais, la confiance s'installe entre le sommet et la base. Au Nigeria, une plateforme de femmes conductrices de taxi à Abuja, connue sous le nom de Ladies Drive, se bat pour faire une place aux femmes dans le secteur des transports. Elles sont plus d'une centaine de femmes à pratiquer ce métier jusqu'ici réservé aux hommes. Suivez. Au volant de sa Toyota Corolla bleue, Comfort Ilia ne passe pas inaperçue dans les rues d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Elle utilise soit Uber ou Bolt, des sociétés de transport qui proposent des applications en ligne pour soumettre une demande de course. Elle vient de recevoir une alerte Uber pour une course. Ce travail m'aide financièrement. Grâce à ce travail, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont devenues des amis et même des membres de ma famille. Ça me donne de la joie de conduire dans la ville, transportant différentes personnalités. Parfois, nous rencontrons des gens qui sont surpris de voir une femme conductrice de taxi. Ils se demandent si leur chauffeur du jour est une femme. Et moi, je réponds oui, bien sûr, et cela me rend heureuse. Quelques minutes après, Comfort arrive chez sa cliente, Kultum Omar. Je suis très fière d'elle. Le fait de voir quelqu'un de mon genre faire un tel travail. Certains hommes pensent que ce n'est pas notre travail, ou alors d'autres estiment que ce n'est pas un travail. Et elle le fait très bien, comme je le vois moi-même. Donc je suis vraiment fière d'elle. Comfort Ilia fait partie d'une plateforme composée de 134 femmes conductrices de taxi à Abuja, connues sous le nom de Ladies Drive. Abigail Jeremiah est l'une d'entre elles. Elle est devenue membre du groupe depuis 2018 après avoir perdu son emploi dans une banque de la place pendant la pandémie de Covid-19. Tout a commencé pendant la Covid-19 quand j'ai arrêté de travailler dans une banque et tout a alors changé soudainement. Ce qui m'a le plus motivée, c'est lorsque j'ai rencontré une femme qui conduisait un taxi. Quand je suis rentrée dans son taxi, je me suis dit que je pouvais faire comme elle, moi aussi, au lieu de rester à la maison. Et à ce moment, le travail de mon mari ne marchait pas non plus. Personne ne l'appelait pour des services de réparation de climatiseurs. Ces femmes l'admettent toutes, il faut une forte personnalité et être surtout courageuse pour trouver sa place dans cet univers dominé par des hommes nigériens. Ladies Drive s'impose rapidement auprès d'une clientèle haut de gamme malgré les risques auxquels elles font face parfois. Comme vous le voyez, les femmes sont maintenant dans le secteur des transports et elles font aujourd'hui mieux que nous les hommes. Elles ont plus d'affection pour les clients. Elles sont même de plus en plus encouragées d'aller plus loin dans ce domaine. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de limite dans ce qu'un homme peut faire et qu'une femme peut mieux faire. L'objectif de Ladies Drive pour les prochaines années, augmenter le pourcentage des femmes dans le secteur des transports routiers au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. L'ancien président Moussa Dadis Camara est rentré en Guinée pour répondre demain devant un tribunal avec 10 autres accusés de sa responsabilité présumée dans le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Suivez.
L'information a été donnée par son avocat. L'ancien président Moussa Dadis Camara est arrivé à Conakry tôt le dimanche, après plusieurs années d'exil au Burkina Faso. D'après l'un de ses proches, l'ancien homme fort de la Guinée est dans une villa tenue secrète. Il est de retour pour son procès qui doit se tenir mercredi 28 septembre, 13 ans jour pour jour, après les tueries dans le grand stade de la capitale. Il doit comparaître mercredi aux côtés de 10 autres accusés, dont le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ministre de la Santé au moment des faits, pour répondre des exactions commises le 28 septembre 2009, lorsqu'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry avait été brutalement réprimé. 156 personnes avaient été exécutées, des milliers avaient été blessés et des centaines de femmes violées. Le président Moussa Dadis Camara a toujours demandé à rentrer au pays pour livrer sa part de vérité, assure son avocat. Ce sont les autorités d'alors qui ne lui ont pas facilité les choses. Aujourd'hui, grâce à la volonté des nouvelles autorités politiques, ce procès se tient enfin. Et à ceux qui pourraient envisager qu'un accord ait été passé et que Dadis Camara revient parce qu'il a été protégé, son avocat l'affirme avec force, le capitaine n'a aucun accord avec qui que ce soit. Vendredi 23 septembre, tous les prévenus ont reçu une convocation à se présenter mardi 27 septembre au greffe du tribunal, 24 heures avant l'ouverture du procès. Initialement, 15 hauts gradés de l'armée étaient inculpés, 2 ont bénéficié d'un non-lieu et un autre est décédé. Ils ne seront donc plus que 12 dans le box des accusés face à des victimes qui attendent de connaître la vérité. Au cours de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, les pays africains ont plaidé pour une réforme du Conseil de sécurité. Aucun pays du continent n'est en effet représenté en tant que membre permanent au sein de l'institution. Reportage. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, les représentants des pays africains se sont succédés avec une ambition commune, ne plus s'aligner sur les grandes puissances, quelles qu'elles soient. Pour cela, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Tchad a plaidé pour que l'Afrique trouve une place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur la réforme du Conseil de sécurité, organe en charge de la paix et de la sécurité internationale, le Tchad exhorte une fois de plus les États membres de passer de la rhétorique aux actes, en vue de réaliser ladite réforme et corriger l'injustice historique à l'égard du continent africain qui l'exclut d'une pleine et égale participation à cet organe. Une requête également formulée par le ministre des Affaires étrangères togolais Robert Dussé, qui a appelé à un véritable partenariat d'égal à égal. Une nouvelle place pour le continent africain, non représenté en tant que membre permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Gabon et le Ghana faisant partie des membres non permanents élus pour un mandat de 2 ans. Dans son discours, le président américain Joe Biden s'est dit favorable à l'augmentation du nombre de membres permanents, tandis que son homologue français, Emmanuel Macron, a également réclamé une réforme du Conseil de sécurité, débattue depuis plus de 40 ans. Une volonté du continent africain de participer activement à la diplomatie mondiale, mais pas que, à l'image du chef d'État sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, qui a également fait part de sa volonté de voir l'Afrique représentée parmi les puissances économiques internationales. Je rappelle notre demande d'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20 pour que l'Afrique puisse enfin se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent 1,4 milliard d'Africains. Le prochain sommet du G20 débutera le 15 novembre prochain à Bali, en Indonésie. Sans l'Afrique donc, qui reste encore marginalisée sur la scène internationale. Les dirigeants des pays ouest-africains ont décidé de geler les avoirs financiers d'une 50aine de personnes issues du gouvernement guinéen, du Conseil national de transition et d'officiers supérieurs de l'armée et de leur interdire de voyager dans l'espace de la CEDEAO. Ils ont aussi rappelé pour consultation leurs ambassadeurs accrédités en Guinée. D'autres sanctions supplémentaires pourraient advenir d'ici 1 mois si les autorités guinéennes ne proposaient pas un chronogramme consensuel de la transition. Suivez.
Les commémorations ont débuté lundi à 10h30, temps universel, par un dépôt de gerbes et des prières au cimetière de Canténé. La cérémonie officielle s'est ensuite tenue au port de Ziguinchor en présence d'autorités, de familles et proches des naufragés ainsi que des rescapés. Il y a 20 ans, seuls 64 passagers du Joola avaient survécu au naufrage au large des côtes gambiennes. Le renflouement de l'épave est l'une des principales demandes des victimes. C'est d'ailleurs le thème de cette journée de commémoration. De nombreuses familles espèrent aussi toujours que justice soit rendue. Les procédures lancées au Sénégal et en France sont closes depuis plusieurs années. À l'époque, le président Abdoulaye Wade avait pourtant dit que toute la vérité serait faite et promis des sanctions. Mais aujourd'hui, il n'y a toujours ni coupable ni responsable, dénonce l'un des collectifs de victimes. Les proches des disparus réclament également une meilleure prise en charge des orphelins du Joola. Le drame a laissé des traces sur leur génération, souligne l'un des enfants des victimes du naufrage. Il regrette notamment l'absence de prise en charge psychologique et de soutien pour l'insertion professionnelle. Pour les familles, l'enjeu de cette journée est aussi le devoir de mémoire. Des commémorations sont d'ailleurs aussi prévues au cimetière de Mbao et de Saint-Lazare à Dakar, où reposent de nombreuses victimes du Joola, avant un hommage organisé sur la bien nommée place du Souvenir. Le décès de la reine Elisabeth II de Grande-Bretagne n'est plus dans l'actualité, mais c'est le contraire pour le débat qu'il a relancé dans de nombreux pays du Commonwealth, pour la plupart d'anciennes colonies britanniques, sur leur futur lien avec la monarchie. Suivez. La Grande-Bretagne n'est pas le seul pays à avoir un nouveau roi. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et la Jamaïque sont parmi les 14 autres nations où le roi Charles III est le nouveau chef d'État. 56 pays sont membres du Commonwealth, une association d'anciennes colonies britanniques pour la plupart, avec Charles à sa tête. De nombreux pays ont vraiment réfléchi à leur propre rôle et à leur propre place dans le Commonwealth. Et je pense que maintenant que la reine Elisabeth est décédée, il y aura certainement plus de mouvements pour se dissocier du Commonwealth. Le Premier ministre australien veut un référendum sur le retrait du monarque britannique en tant que chef d'État lors du prochain Parlement. Les États caribéens d'Antigua et Barbuda et de Sainte-Lucie ont exprimé des projets similaires. Les Bahamas ont déclaré la semaine dernière que tel référendum était possible. Un sondage réalisé au mois d'août, avant le décès de la reine Elisabeth, a montré que 56% des Jamaïcains étaient favorables à la suppression du monarque britannique à la tête de l'État. L'année dernière, la Barbade est devenue une république, rompant ainsi ses liens avec la monarchie britannique. Je fais valoir que le cheminement de la Barbade vers une république n'était pas un rejet de la reine ou de la monarchie, mais plutôt l'affirmation d'un droit à l'autodétermination. Cette année, le Togo et le Gabon, deux anciennes colonies françaises d'Afrique, ont rejoint le Commonwealth. Cela montre qu'il n'est pas en déclin, affirme Guy Hewitt. Charles, le nouveau chef du Commonwealth, a travaillé en étroite collaboration avec sa mère en tant que prince des Galles, a beaucoup voyagé dans le Commonwealth et à titre personnel en défendant des causes comme le développement durable et la protection de l'environnement. L'héritage de la domination coloniale fait partie intégrante du débat. La Grande-Bretagne et d'autres nations européennes ont réduit des millions d'Africains en esclavage jusqu'au XIXe siècle, les forçant à travailler dans les plantations de la Caraïbe et des Amériques. Ce Commonwealth des nations, cette richesse appartient à l'Angleterre. Cette richesse, nous ne l'avons jamais partagée. Donc, pour nous, en Jamaïque, la monarchie est un dur rappel de notre passé malheureux. La monarchie a exprimé sa tristesse pour les abus coloniaux, mais la Grande-Bretagne n'a pas présenté d'excuses officielles. Des excuses sont nécessaires, nous devons voir des remords et nous devons voir un moment où les réparations deviennent importantes dans la manière dont nous allons de l'avant en tant qu'ancienne colonie. Ces excuses devraient venir du gouvernement britannique, soutient Guy Hewitt.
Oui, il est nécessaire que ces puissances coloniales assument la responsabilité de ce qu'elles ont fait. Mais dans le cas du chef du Commonwealth ou du roi du Royaume-Uni et de ces autres royaumes, ce n'est pas leur responsabilité constitutionnelle. De nombreux analystes s'accordent à dire que le respect pour la reine Elisabeth II a soudé le Commonwealth. Avec un nouveau roi à sa tête, l'avenir de l'organisation est moins certain. Et ce sera tout, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, pour cette grand-messe de l'information ce soir au siège de l'Info. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion vous remercie de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel qu'en Guinée, les victimes du massacre du 28 septembre 2009 pourront enfin voir leur procès se tenir après plus d'une décennie d'attente. Moussa Dadis Camara, le chef de l'État de l'époque, sera de la partie. Il va donc comparaître. Mesdames, Messieurs, vous avez pu suivre également des déclarations du ministre malien des Affaires étrangères qui a accordé une interview exclusive à la Voix de l'Amérique. Et l'ambassadeur Abdoulaye Diop a fait un tour d'horizon des sujets chauds du moment, des relations avec la France, la Russie, aux tensions avec la Côte d'Ivoire, passant par le groupe Wagner, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et autres. Nous avons, mesdames, messieurs, également en parlé au cours de cette édition de la conférence de la Direction générale de l'économie qui se tient depuis ce matin à Cotonou. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion vous remercie également. L'actualité reste sur GovTV Africa, mesdames, messieurs. Et tout à l'heure, à partir de 22h, vous pourrez suivre l'édition de la nuit. Bonsoir, chez vous.